Elisa? Oh, c'est mon coup de devoir. Oui. Bonjour l'asile, c'est un film qui interroge nos choix de vie. Là, on arrive au potager. On essaye de tout faire en permaculture. C'est compliqué, mais c'est passionnant. Bah ça y est quoi, là, vous êtes prêts pour la fin du monde en famille quoi. Je fais partie d'un collectif de théâtre qui s'appelle L'Avantage du doute, que j'ai co-créé il y a 17 ans maintenant avec Nadir Legrand, Claire Dumas, Mélanie Bestel, Simon Bacouche et Maxence Tual. Je les cite parce que ce sont tous les acteurs principaux du film. Bonjour l'asile, c'est le collectif. Et donc effectivement, entre Tout ce qui meurt de révolution et Bonjour l'asile, il y a eu la création de Encore plus partout tout le temps, qui a été notre dernier spectacle et sa tournée. Et puis un an de suspens lié au Covid, voilà. Ça parle aussi du couple moderne. Je les mets où, les bodys? Elle est où, la boîte de Pirate Attack? J'ai pas trouvé la moutarde. Lisa! Il y a vraiment cette volonté de continuer à montrer l'envers du décor de ces absurdités qu'on nous présente comme étant vraiment la norme absolue. C'est vraiment... ça génère une grande colère, c'est absolument insupportable. C'est-à-dire cette mise en scène, tant dans les rapports sociaux que dans les rapports de domination, que les interfaces auxquelles on est confronté en permanence, la numérisation de tout, la perte de temps absolu dans des mots de passe infinis, dans des voix artificielles, des chiffres, vraiment des situations qui sont complètement grotesques. On est tout de suite infantilisé ou montré du doigt quand on essaie de dénoncer ça. Donc vraiment pour moi, la création, c'est déjà le lieu de cette analyse, et aussi de continuer à proposer un miroir aux spectateurs et aux spectatrices des contradictions aussi qui sont les nôtres, de nous pris dans cette espèce de glu. Et vous aussi, vous avez des enfants? Non, j'ai pas d'enfant. Oh, pardon. Non. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Oh, vraiment, je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Non, mais Victoire, pour Jeanne, c'est un choix, donc tout va bien. Et oui. Je passe toujours par l'humour, parce que pour moi, c'est vraiment un humour très particulier, qui est celui de la connivence, et qui cherche vraiment à m'adresser à l'intelligence commune de celui et de celle qui accepte ce miroir tendu, de cette folie, vraiment, de cet asile à ciel ouvert dans lequel on évolue. Donc c'est la droite lignée du premier. Après la colère, j'avais pas envie d'une redite, donc je joue dans le film et mon personnage peut être une sorte de continuité du premier, du personnage de mon premier film. Mais c'est un peu un cheval de Troie, c'est un peu un personnage qui est narratrice, qui permet de découvrir et d'ouvrir la porte du film. Mais en réalité, il est davantage en retrait et c'est vraiment d'autres motifs que je viens développer et qui dépassent la simple contestation. Et vous faites quoi? Moi, j'ai monté une association avec Elisa à Bagnolet, là où j'habite, et là où il vivait avant. Ça s'appelle Commune Histoire. Commune Histoire, parce qu'on écrit des livres avec les habitants. Waouh, c'est passionnant. Et là, notre dernier livre est en cours, justement, et le point de départ, c'est pourquoi n'y a-t-il pas eu de pont entre les intellectuels et les gilets jaunes? Et puis bon, déferlement de la violence policière, crise à l'hôpital, torture administrative, accueil des réfugiés. Bon, c'est un peu le tiramisu, mais c'est vrai que comme tout est lié... Bien sûr. Dans le premier, il y avait une colère, il y avait un constat, il y avait voilà, l'absurdité des situations. Mais là, j'ai vraiment essayé de dépasser ça et aussi de prendre au sérieux des questions qui m'étaient posées dans les débats à l'issue du premier film. Il y avait, qu'est-ce qu'on fait? Et cette question, elle est déchirante. Et j'ai décidé de la prendre très au sérieux. Elle est déchirante parce qu'en fait, on se rend compte quand on est seul et face à la page blanche, pour reprendre une image assez classique de la création, on se rend compte que notre imaginaire aussi, il est colonisé par l'absurdité que je viens de décrire. Donc c'est plus si facile de rêver. J'ai dit à Pablo que c'est toi qui irais le chercher demain. Ce serait peut-être bien qu'on soit deux à installer des repères. Et pour ça, faudrait peut-être que j'en ai des repères. Tu te casses avec ton sac, tu reviens 4 jours plus tard. Bah oui, je t'ai dit que j'avais besoin de temps pour moi. Il se passe quoi, Elisa, là? J'écris le scénario avec Maya Affar, qui m'aide beaucoup à structurer, à organiser, qui a vraiment ce savoir-faire. Après, sur vraiment les personnages, les dialogues, c'est plutôt moi vraiment qui travaille. Le collectif, il est vital parce que c'est vraiment des questions, des expériences qu'on a traversées en tant que groupe de travail, en tant que groupe de gens qui sont devenus amis. Par exemple, le motif de l'amitié entre femmes entravée parce que la maternité advient. La vie a fait que... En fait, quand on devient mère, que devient notre travail?
et que deviennent nos amitiés. Et quand ce sont des amitiés de travail, comment cette relation peut survivre à l'exploitation que constitue le fait de devenir mère ou en tout cas d'avoir en charge une famille. Alors il se passe que si je range pas, ça reste là. Si je ramasse pas les trucs, on marche dessus. Oh, le sol colle. Et ça, est-ce que tu le vois ça? Non, c'est juste pour comprendre. Est-ce que ton œil est capable de le distinguer? Ou bien alors ton cerveau te leurre et reconstitue le décor autour de cet objet pour te faire croire depuis 6 mois que c'est parfaitement normal d'avoir un mètre mesureur dans une corbeille de fruits. Et à noter que je m'en fous complètement de ce mètre mesureur. Mais alors, pourquoi on en fait tout un plat? C'est pas intéressant. Dans le collectif, on est 3 femmes et 2 hommes. Et quand les hommes sont devenus pères, ça n'a pas changé la façon de travailler ni la géométrie du collectif. Et quand les femmes sont devenues mères, on a été au bord de l'implosion. Donc cette réalité-là, on l'a traversée avec notre emploi du temps, avec notre fatigue, avec nos corps, avec notre tristesse de ne pas pouvoir se voir plus, avec du coup les incompréhensions, une espèce de compétition des fatigues entre la fatigue du travail et celle d'être mère qui fait qu'on ne dort plus. Et voilà. Donc ça, le fait que ça redevienne une question politique, une question collective, c'est quelque chose que j'ai pu élaboré parce qu'il y avait le collectif derrière. Le collectif comme un lieu d'expérimentation et d'expérience et aussi comme juste des gens avec qui je réfléchis, quoi. Allez, cocktail de bienvenue, c'est gratuit, comme avec le guide du routard. J'écris sur mesure pour la troupe. Ouais, j'ai absolument aucune logique de cinéma hors sol de ce qui va être ma vie, ma façon de faire, ce en quoi je crois, c'est-à-dire au démocratique, au partage de la responsabilité, à l'horizontalité des processus. Le cinéma, c'est pas possible parce qu'il y a une pression économique. Et puis pour moi, personnellement, c'est vraiment un endroit où je dis « je », là où je dis « nous » au théâtre. Mais je ne voulais pas que le collectif disparaisse parce que c'est un fil à plomb. C'est vraiment ce qui me permet de savoir si mon mur est droit. Et mon mur, c'est le film, mais c'est aussi comment je le fais. C'est-à-dire comment je me comporte, qu'est-ce que ça veut dire de passer d'un pied d'égalité à d'un seul coup, c'est moi qui suis capitaine du bateau. Et ça, le fait d'écrire sur mesure pour le collectif, ça me permet d'inventer des personnages qui vont être vraiment taillés sur leur intelligence, sur des discussions qu'on a eues, donc ils sont déjà familiers. C'est ce qui donne, je crois, la sensation de familiarité avec les personnages. C'est également une ode à l'amitié. J'ai pas fait le choix de la petite famille merdeuse qui a rien d'autre à proposer, ça c'est sûr. Parce que là, tu te racontes le Père Noël avec tes cabanes. Va-t'en, sale stalinienne, grosse snob. L'humour, c'est célébrer, ou en tout cas raviver ou souffler sur les braises d'une émotion très particulière qui est la joie, qui est quand même quelque chose qui vient nous réchauffer et nous relier. Et comme ce que je décide de regarder en face, c'est plutôt sombre et plutôt grave, je ne veux pas prendre la responsabilité que les gens sombrent. Parce que je pense que la situation, elle est très, 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 très dangereuse en ce moment. Donc si les gens sombrent, on ne va pas y arriver, quoi. Et le combat, l'intelligence, sortir de la sidération aussi par rapport à le fascisme qui arrive, le négationnisme qui se propage à l'échelle de pays entiers à travers les réseaux sociaux et qui les possède et donc quelle idéologie fascisante ou fasciste, on peut même clairement dire, est véhiculée à travers... c'est-à-dire qu'il y a une sidération comme ça sans cesse renouvelée par la rapidité d'accès à l'information, la façon succincte de dresser ce qu'on nous en dit parce que ça n'arrive pas de manière contradictoire. Donc pour moi, la joie, elle est précieuse, elle est complètement politique et le rire permet d'avoir accès à cette joie. Il y sera même question d'un promoteur engagé. Bah qu'est-ce que vous foutez là? Notre 5 étoiles s'inscrit dans un projet éco-conscient, 100% décarboné. Non, on ne part pas. C'est aussi, comme je vous disais, le rire de la connivence, et c'est une main tendue avec le spectateur, c'est vraiment toujours lui dire qu'on part du même niveau, quoi. Il n'y a pas de posture, non. Il n'y a pas un truc que j'ai compris et que vous ne connaîtriez pas, c'est on vit la même chose, on est d'accord? Ok, on continue. C'est quoi ce bordel? Vous m'avez l'air très à cran. Je comprends pas. Je comprends pas. Je trouve qu'on a beaucoup de mal à échapper à la configuration, aussi pour des problèmes économiques, mais aussi pour des problèmes d'imaginaire.
On a vachement de mal à échapper un peu à la famille bourgeoise, quoi. J'en ai marre que tu me fasses passer pour le macho de base, là. Le mec complètement débile qui voit pas... Mais on s'en fout de ce à quoi tu ressembles, toi, je te parle de moi, là. Mais je l'aurais fait. Non, t'aurais profité de la tranquillité de m'avoir moi qu'il aurait fait avant. Bon, bah, c'est pas de ma faute si on n'a pas la même tolérance au bordel. Ah, putain, la boucle, Bastien. On est dans une putain de boucle. On fait vraiment comme on a vu à la télé, comme on a vu à la pub, comme on a vu nos parents, et on est comme ça. En fait, une fois qu'on est dans notre salon avec notre canapé, notre table basse, on attend la mort, en fait. Vraiment, il y a quand même quelque chose, avec, en plus quand on a des enfants, la difficulté quand même de continuer à jouer la comédie de la famille en laissant le monde de l'autre côté de la porte d'entrée. Et ça, il y a un gros problème. Il y a vraiment un gros problème. Parce que comment on continue d'être ancré, c'est un espace abstrait, c'est un espace qui est faux. On n'est pas en dehors du monde quand on est dans cet espace-là. Et pourtant, on fait comme si. Donc ça me questionne énormément. Mais Bonjour l'asile, c'est avant tout un film qui parle d'un asile. Grosse maman, bonjour. Ça va? Vous papotez bien? Bah non, on papote pas, Cindy, c'est un arbre. Mais où les fous ne sont peut-être pas ceux qu'on croit. L'asile, c'est le monde dans lequel on vit, mais l'asile du film, en tout cas, cet HP, cette hospitalité permanente, ce foyer d'accueil, ce tiers-lieu, comme on pourrait dire aujourd'hui, avec un mot un tout petit peu plus à la mode, si je puis dire. Ouais, c'est des choses qui existent. Celui-là, non. Alors, il y a des gens qui m'ont couru après pour me demander où c'était. Ouais. Alors là, j'étais trop contente parce que moi, je dois dire que, y compris dans la vie que je traverse, j'aimerais trop aller passer 6 mois par an à l'HP avec ma famille, mes enfants, que ça circule et on joue. Ah, il y a une colonie de vacances avec des gamins qui peut-être on a l'habitude de voir associés à des problématiques de banlieue. Enfin voilà. Et ça, serrer la tête et ouvrir l'esprit. Ouais, croiser les regards, laver notre regard de ce qu'on pense être normal, parce qu'il n'y a aucune raison que ça le soit. Pour dénouer la situation, chaque partie du désaccord doit présenter son point de vue comme il veut. Mais c'est juste interdit de le présenter du point de vue de la colère. Sinon, il y a escalade. Ah, putain. Allez-y, exposez le problème. Je m'engage à trouver un vrai terrain d'entente. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai croisé toutes les initiatives qui m'intéressaient et que j'avais pu, soit par la lecture, soit en y allant moi-même, vivre, connaître, et je les ai toutes réunies dans un lieu. Et ça va de... en fait, tout ce que je trouvais intéressant sur la ZAD, dans le rapport à la nature, dans la façon dont on invente des rites avec la déconne pour recréer un lien au vivant qu'on a perdu dans nos sociétés marchandes. Ça va de là à mon propre collectif, qui est une expérience de la démocratie, comme je vous racontais tout à l'heure. Autant qu'une thérapie de groupe où on va d'un seul coup faire société en partageant quelque chose de commun dans une névrose ou dans un lien d'incompréhension avec une structure familiale. Enfin, en tout cas, j'ai la sensation qu'on doit tellement soigner toutes les dimensions de notre humanité que c'est à toutes ces dimensions-là que j'essaie de trouver un écho dans l'HP du film, vraiment. Donc, vous êtes locataire auprès de la mairie. Ma société a accepté exceptionnellement... Pas la colère, Amaury. On n'a dit pas la colère. On va se vénérer, hein, je vous assure. Ok. Souvent, on essaye avec la tristesse. Parce que, qu'est-ce qui se cache derrière la colère? La tristesse. Le film, il vient surprendre, il est vraiment construit pour tout le temps que le spectateur et le personnage soient surpris en même temps. Qu'on se dise, mais qu'est-ce que c'est que ça? Après, comme je suis franche avec les spectateurs, c'est-à-dire que je dis ce que j'ai à dire, avec beaucoup de portes d'entrée, beaucoup de cinéma, des flashbacks, avec des espaces des larmes, il y a énormément de procédés cinématographiques, mais je dis quand même ce que j'ai à dire. Donc, oui, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de baisser la garde. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que ça parle de gens qui cherchent à retrouver du sens. On n'est pas que des amoureux, on est aussi des citoyens, on continue à faire société, même chez nous. Moi, je veux pulvérise, moi. La loi, c'est la loi. Vulve. 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 Amaury, est-ce que tu te sens de te lancer avec nous, là? Pourquoi faire de l'art et pas être dans l'activisme politique, par exemple? Donc moi, c'est une question que je me repose à la fin de chaque création, qu'elle soit théâtrale ou cinématographique. Le fait est que je suis pas bonne
je ne suis pas très efficace dans le militantisme de terrain. J'ai essayé plein de fois et en fait, je suis gagnée par une timidité que je ne connais pas, une grande timidité que je ne connais pas dans ma façon de créer, pas du tout. Donc c'est vraiment bizarre, mais c'est une vraie question et je vais continuer de me la reposer parce que je ne sais pas évidemment si c'est utile de continuer à faire de l'art quand on en est rendu à des extrêmes pareils. La seule chose que je peux me dire, c'est que j'ai vu beaucoup de gens faire parce qu'ils l'avaient vu au cinéma. Donc je pense qu'en termes de représentation, de fabrication d'images et de graines qu'on peut semer dans les imaginaires des gens, le cinéma a quand même une grande responsabilité. Notamment aussi sur la glamourisation de certains actes violents, sur la question de la domination masculine, sur enfin vraiment, le cinéma a une responsabilité aussi dans le regard. Et on en parle aujourd'hui. Et je trouve que c'est bien de se dire qu'il a été aussi le porte-flambeau d'un regard qui ne disait pas son présupposé. Vous aviez pas plus con comme nom? Non, sinon on l'aurait pris. Patrick Sobelman d'Agathe Film et Marina Righi de Apsara Film sont des producteurs et des productrices qui acceptent que je sois un tout petit peu décalée. Enfin, en gros, je ne suis pas décalée, c'est le monde du cinéma qui me renvoie le fait d'être décalée parce que je n'ai pas de casting connu. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils acceptent, qu'ils comprennent comme étant quelque chose qui fait partie intégrante de ma façon de faire. Donc ça, c'est une grande chance. Du coup, ça a des conséquences financières, c'est une évidence. Pareil alors, on est en dialogue, hein, je vais écouter des choses, évidemment, au moment du montage ou de l'écriture, mais ils peuvent aussi comprendre pourquoi, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une scène de 9 minutes sur des hommes qui réessayent de rentrer en contact les uns avec les autres et que ça se justifie, alors que c'est un moment dans, normalement, le déploiement du récit, on devrait être plutôt dans une accélération, enfin... Voilà, donc tous les pas de côté que moi je cherche à faire, tout en gardant une dimension quand même, j'espère, le plus grand public et le plus populaire possible, ils me suivent. Et ça, c'est super, parce que ça veut dire qu'ils comprennent vraiment ce que je fais, ça j'en suis sûre. Et pour moi, c'est indispensable. Sinon, je pense que je serais dans une solitude et ce serait beaucoup trop dur. Psychologiquement, ce serait beaucoup trop dur. Et oui, ça a des conséquences parce que ça rassure pas, parce que c'est pas identifiable. Même si maintenant j'ai eu un budget réel sur ce film-là, ce qui n'était pas le cas de mon premier film, puisque je n'envoyais que des signaux qui rassuraient pas les financiers.